Pawn Stars Corey Harrison early Friday morning accusing him of driving drunk. A police report obtained by 8 News Now says Harrison was swerving while driving a truck near Maine and Charleston. L'accident de moto de Corey Harrison a été plus grave que prévu. Il n'est pas simplement tombé de sa moto, il a dû sauter pour sauver sa vie à 65 km/h. Le favori des fans de Pawn Stars a vécu bien plus que de rudes négociations. Sa vie réelle a été pleine de dangers, de chagrins et de rebondissements choquants. Et juste au moment où il pensait avoir affronté le pire, la tragédie l'a frappé. Son jeune frère Adam est décédé en un instant d'une overdose mortelle. Ne manquez pas cet épisode, car ce que nous venons d'apprendre sur la dernière alerte médicale de Corey vous laissera sans voix. Or, Argonaut Scandals. Corey, ou Big Hoss comme certains l'appellent, est pratiquement né dans le monde des prêteurs sur gage. Son grand-père, Few Richard Benjamin Harrison, a ouvert le Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas au début des années 1980. Son père Rick a continué à faire tourner la boutique, et Corey s'y est mis quand il était enfant. Lorsque Pawn Stars est arrivé à la télévision en 2009, le monde a pu voir ce qui se passe dans un prêteur sur gage, et Corey est devenu un nom connu de tous. Mais il y a une affaire que Corey a conclue et qu'il aimerait pouvoir annuler. Une décision qui a tout changé. Mais alors que tout le monde le regardait négocier et s'occuper de vieilleries bizarres à la télévision, sa vraie vie se compliquait. Tout d'abord, il y avait les habituelles batailles familiales. Son père et lui avaient de sérieux différends sur son rôle dans l'entreprise. Il était connu sous le nom de Wax, bien qu'il ne fasse pas partie de l'équipe de Pawn Stars. Il était une star dans la famille. Et Corey voulait plus de responsabilités. Et après avoir menacé de partir, il a obtenu une participation de 5% dans l'entreprise. Ce n'était pas exactement ce qu'il voulait, mais c'était un début. Puis il y a eu ses difficultés personnelles. Corey avait porté un lourd fardeau pendant des années, littéralement. À un moment donné, il pesait plus de 180 kilos. Son médecin lui a prescrit des médicaments contre le diabète, et c'est ce qui l'a fait réagir. Il a subi une chirurgie bariatrique, a perdu la moitié de son poids et a commencé à mener une vie beaucoup plus saine. Mais juste au moment où les choses s'amélioraient, tout a changé lorsqu'il a eu un grave accident de moto. Corey était à moto quand quelque chose s'est mal passé et il a dû abandonner alors qu'il roulait à 65 km/h. Il a littéralement dû sauter pour éviter un accident encore plus grave. Au lieu de se rendre directement à l'hôpital comme une personne normale, il est d'abord retourné à sa fête d'anniversaire. Plus tard, il a subi une opération de la main, s'est retrouvé avec 8 vis et 2 plaques, et a survécu pour raconter l'histoire. Mais ses ennuis ne s'arrêtèrent pas là. En 2023, il fut arrêté à Las Vegas pour ce que la police pensait être une conduite en état d'ivresse. Ils dirent qu'il était partout sur la route et sentait l'alcool. Corey dit qu'il n'avait bu qu'un verre 7 heures avant d'être arrêté et qu'il blâmait sa voiture qui virait à droite. Il échoua au test de sobriété, fut arrêté et dut donner un échantillon de sang. Les résultats sont finalement arrivés. Il avait dépassé la limite légale. Il n'était pas content et avait l'intention de contester les accusations. Mais toute cette situation n'était vraiment pas flatteuse. Mais le plus grand chagrin est survenu en 2024. Son jeune frère, Adam Harrison, est décédé d'une overdose de substances illégales. C'était soudain, choquant et tout simplement dévastateur pour Corey et sa famille. Adam ne participait pas à l'émission Pawn Stars, mais il avait travaillé au Mont-de-Piété avant de devenir plombier. Sa perte a durement frappé Corey, qui a clairement exprimé à quel point il aimait son frère et à quel point il lui manquait dans des messages en ligne très émouvants. Avec tout ce qui lui est arrivé, la perte de poids, l'accident, les problèmes juridiques, la perte de son frère, Corey a tout vécu. Mais il est toujours là, à gérer le magasin, à travailler sur l'émission et à essayer de garder les choses en ordre. La vie lui a fait vivre beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Corey a également eu une histoire compliquée avec les relations amoureuses. Il a épousé Charlene, son amour de lycée, en 2009, mais leur mariage n'a pas duré et ils ont divorcé en 2015. Son deuxième mariage avec Karina, également connue sous le nom de Kiki Harrison, semblait prometteur, mais il s'est soldé par un divorce en 2018. Et ils ont invoqué des emplois du temps chargés
pour justifier leur séparation. Mais ils sont restés en bons termes. Ils ont accueilli leur fils Richard Benjamin Harrison en octobre 2018, en lui donnant le nom du grand-père de Corey, aujourd'hui décédé. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Corey et Karina auraient renoué leur relation lorsque Corey a publié une photo de lui en train d'embrasser une femme qui ressemblait beaucoup à son ex-femme. Karina n'a jamais changé son nom de famille Harrison, ce qui a alimenté les spéculations. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été faite quant à leur éventuelle réconciliation. Outre ses activités professionnelles, sa carrière télévisuelle et sa vie personnelle, Corey a toujours joué un rôle majeur dans les activités du prêteur sur gage. Il a commencé à y travailler alors qu'il n'était qu'un enfant, faisant des courses et du ménage. Au fil des ans, il a appris les tenants et les aboutissants de l'entreprise, est devenu un expert en évaluation et a développé un œil pour les objets de valeur. Son plus grand défi est survenu lorsqu'il a acheté 5 fausses montres Rolex à l'âge de 19 ans. Ce fut une erreur coûteuse, mais elle lui a appris une leçon qu'il n'a jamais oubliée. Au fil des ans, Corey a vu toutes sortes d'objets étranges et de grandes valeurs passer par le magasin. Parmi les plus fous, on compte un homme qui s'est présenté avec des lingots d'argent d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans sa voiture, des perroquets vivants et même des crânes humains provenant d'une école dentaire. Il a sagement refusé les crânes, sachant qu'il pourrait lui causer des ennuis juridiques. Le mont-de-piété se trouve à quelques pâtés de maisons du Strip de Las Vegas. Et de nombreux joueurs sont donc également venus mettre en gage des biens coûteux pour pouvoir continuer à jouer. Une déclaration au nom de la famille indique « Notre famille est extrêmement attristée par la mort d'Adam. Nous demandons à ce que notre vie privée soit respectée pendant que nous pleurons sa perte. » En plus de gérer le magasin, Corey est apparu dans des spin-offs et d'autres projets télévisés. Il a joué dans un jeu télévisé appelé Pornography avec son père et son ami de longue date, Chumley, en compétition avec des candidats pour voir qui en savait le plus sur les objets de valeur. Corey, Rick et Chumley sont même apparus dans un épisode d'iCarly intitulé I Lost My Head in Vegas. Plus récemment, Corey a participé à Pawn Stars Do America, une émission dérivée dans laquelle lui et son équipe parcourent le pays pour rencontrer des collectionneurs, évaluer des objets rares et conclure des affaires. Même après toutes ces années, Pawn Stars reste l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires. Et Corey en est toujours l'une des figures centrales. Corey a également réfléchi au parcours de sa famille, qui est passé du statut de propriétaire d'entreprise en difficulté à celui de star mondiale de la télévision. Lors d'une conférence de presse, il a raconté comment son père avait autrefois vendu de faux sacs Gucci dans un marché aux puces pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, Pawn Stars est regardé dans plus de 150 pays et traduit dans près de 40 langues. Il a reconnu que s'il avait beaucoup appris de son père, la transition à la tête du magasin de prêt sur gage n'avait pas été facile. Corey et Rick se disputent souvent à propos de décisions commerciales, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer des articles. Son grand-père Richard avait également une forte présence dans la boutique, et les désaccords entre les 3 générations ont donné lieu à des moments intenses à la télévision. Malgré toutes les disputes, la famille Harrison est restée unie et le grand-père de Corey a eu une grande influence sur sa vie jusqu'à son décès en 2018 des suites de la maladie de Parkinson. La mort de son grand-père a été une perte majeure pour Corey et sa famille, mais rien n'aurait pu les préparer à la perte d'Adam. Les messages de Corey sur les réseaux sociaux à la suite du décès de son frère ont montré à quel point il était en deuil. Toute la famille Harrison a fait son deuil en privé et a demandé à ses fans de respecter son besoin d'espace. Entre-temps, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Corey aurait récemment eu une alerte médicale majeure. Certains rapports affirment qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un autre problème médical grave. Cependant, ni Corey ni la famille Harrison n'ont officiellement confirmé de problèmes de santé récents. La prochaine série d'accords inattendus et de transactions à enjeux élevés est sur le point de se dérouler, lorsque les accords deviennent dangereux. En entrant dans le magasin avec un vieux fusil de chasse français à double canon, le gars n'a qu'une chose en tête, s'en débarrasser. Sa femme la déteste et il lorgne plutôt sur une guitare La Paul.
Ce n'est pas n'importe quelle arme. Elle a des incrustations en or, des gravures fantaisie et une baïonnette à ressort qui lui donne l'air tout droit sorti d'un film de pirate. Rick jette un coup d'œil et sait qu'elle est spéciale. Mais spécial ne veut pas toujours dire précieux. Alors il fait appel à un expert en armes à feu pour l'examiner. L'expert est tout à fait emballé. Cette chose est une arme à feu rare et haut de gamme datant du milieu des années 1700. Elle a été fabriquée en France, puis modifiée en Angleterre. Une véritable arme de Frankenstein, la raison pour laquelle les bandits de grand chemin, essentiellement des voleurs d'autrefois, étaient un énorme problème, et les voyageurs en diligence avaient besoin d'une puissance de feu sérieuse pour les repousser. Cette arme était parfaite pour cela. Tirée dans les deux canons, appuyée sur le déverrouillage de la baïonnette, et une arme de défense redoutable et prête à l'emploi. Rick and Bave Maintenance. Il sait qu'elle vaut au moins 10 000 $ aux enchères, mais cela ne veut pas dire qu'il va payer autant. Le vendeur commence haut, espérant 6 000 $. Rick propose un prix bien inférieur, tot de 500 $. Après quelques allers-retours, ils se mettent d'accord sur un échange au comptant de 4 000 $. Mais Rick lance alors une balle courbe. Mais celle-ci est différente. C'est l'un de leurs rares flops qui ne s'est pas bien vendu. 78. Leopold Originalo. Cela change tout. Le vendeur est un guitariste, et lorsque Rick sort la Les Paul immaculée, jamais utilisée, l'arme est oubliée. Il conclut l'affaire. Une guitare contre une arme. Les deux hommes repartent heureux, et Rick vient de mettre la main sur l'une des plus belles armes à feu anciennes qu'il ait jamais vues. Puis il y a Davy Deals, le type qui finit toujours par dépenser plus d'argent qu'il ne l'avait prévu. Cette fois-ci, il entre avec un sabre de samouraï, affirmant qu'il date des années 1500 et qu'il vaut 18 000 $. Rick n'y croit pas, littéralement, jusqu'à ce qu'il fasse appel à un expert pour le vérifier. Il s'avère que l'épée est authentique, fabriquée par un forgeron japonais réputé il y a plusieurs siècles. Elle est dans un état incroyable et, oui, elle vaut en réalité entre 15 000 et 20 000 $. Davy est convaincu qu'il obtiendra ses 18 000 $. Rick rit. Il commence par offrir 10 000 $. Davy se défend. Ils marchent à reculons. Mais Davy sait qu'il n'obtiendra pas le prix fort en espèces. C'est alors qu'il voit quelque chose dans le magasin. Un véhicule tout-terrain personnalisé. De gros pneus. Un moteur costaud. Le genre de choses qui déchire le désert. Il le veut depuis un moment. Alors il change de tactique. Oubliez l'argent. Que diriez-vous d'un échange? Rick ne se contente pas de lui remettre son jouet tout-terrain. Cependant, après une nouvelle série de marchandages, ils parviennent à un accord. L'épée de samouraï plus 8 000 $ pour le véhicule tout-terrain. Le portefeuille de Davy en prend un coup. Mais il repart avec le jouet dont il rêvait. Ensuite, un type entré avec un tromblon à l'allure ancienne. Le genre d'arme que les pirates utilisaient pour faire exploser tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Il ne sait pas grand-chose à ce sujet, juste que c'est vieux et que sa famille l'a toujours eu. Rick ne sait pas si c'est un vrai ou un faux ingénieux, alors il fait appel à un autre expert pour le démonter. Il s'avère que c'est un vrai, fabriqué à Londres au milieu des années 1700, utilisé pour la défense des navires et des voitures. À l'époque, on chargeait ces choses avec tout ce qu'on avait. Des clous, du verre, du gravier. Juste pour être sûr que celui qui le reçoit regrette ses choix de vie. L'expert confirme qu'il vaut entre 3 500 et 5 500 $ aux enchères, mais plutôt 2 500 $ en magasin. C'est tout ce que Rick a besoin d'entendre. Le vendeur veut 3 000 $, mais Rick n'est pas prêt à débourser le prix fort. Il propose 2 000 $ en espèces ou 2 500 $ en crédit magasin. Le vendeur hésite, mais se souvient alors qu'il a besoin d'une bague de fiançailles pour sa petite amie. 2 500 $ en échange. C'est d'accord. Marché conclut. Rick obtient un superbe pistolet antique et le type une bague. Et puis il y a un type qui apporte un revolver Colt du 19e siècle, pensant avoir trouvé une mine d'or. Le revolver est une vraie beauté, nickelé avec des gravures complexes, et il appartient à sa famille depuis des générations. C'est la quintessence du Colt. Ce fut l'arme de poing la plus puissante sur le marché pendant près de 100 ans. Si vous en portiez un à la ceinture dans le Far West, vous étiez un homme à part. Il estime qu'il vaut une fortune. Rick,
Étant l'acheteur prudent qu'il est, fait appel à son expert en armes à feu pour le vérifier. Il s'avère que le revolver est authentique, fabriqué au milieu des années 1800, mais qu'il ne s'agit pas d'une pièce rare et unique. Il a de la valeur, mais ce n'est pas tout à fait le jackpot que le vendeur espérait. Rick pose la grande question. Quelle est sa valeur? L'expert estime qu'elle se situerait entre 6 000 et 8 000 dollars aux enchères, ce qui signifie que Rick n'offre rien de comparable. Le vendeur veut 7 000 dollars. Rick réplique avec 4 000 dollars. Le vendeur hésite, essaye d'en obtenir plus, mais Rick reste ferme. Finalement, ils se mettent d'accord sur 4 500 dollars et Rick ajoute une nouvelle pièce solide à sa collection. Puis quelqu'un entre avec une Rolex Submariner Vintage, affirmant qu'elle date du début des années 1960. Elle a l'air propre. Mais Rick a vu suffisamment de fausses montres pour être sceptique. Il fait appel à un expert en horlogerie et, après une inspection minutieuse, il s'avère que c'est une vraie. De plus, il s'agit d'un modèle ancien avec des caractéristiques rares, ce qui en fait le rêve de tout collectionneur. Le vendeur demande 12 000 dollars. Rick commence à 8 000 dollars. Ils discutent, mais le vendeur sait qu'il a quelque chose de spécial. Ils finissent par se mettre d'accord sur 10 000 dollars et Rick repart avec une Rolex Vintage qu'il peut revendre pour un bénéfice considérable. Puis vient une autre surprise, un casque de chevalier médiéval. Le vendeur dit qu'il date des années 1500 et qu'il appartenait à un noble guerrier. Rick n'est pas convaincu. Les armures médiévales sont l'un des objets de collection les plus souvent contrefaits. Alors il fait appel à un expert pour les vérifier. L'expert effectue quelques tests, vérifie la construction et confirme qu'elle date bien de la fin du 16e siècle. Le casque est en très bon état pour son âge et pourrait se vendre entre 15 000 et 20 000 dollars aux enchères. Le vendeur espère en tirer 16 000 dollars. Rick offre 9 000 dollars. Ils marchandent un peu et finissent par s'entendre sur 11 000 dollars. Le vendeur repart avec une belle somme d'argent et Rick acquiert une véritable pièce d'histoire médiévale. Certains échanges vont au-delà de l'argent et se transforment en moments inoubliables de passion et d'histoire. Les enjeux sont élevés. Le drame aussi. Au fil des ans, Pawn Stars a vu des transactions vraiment folles. Mais certaines transactions sont vraiment légendaires. Imaginez que vous entrez dans un magasin avec un buste en bronze et que vous en sortez avec une réserve d'argent valant des milliers de dollars. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'un homme est entré avec un buste de la Vierge de Michel-Ange légalement autorisé par le Vatican. Il pensait se faire beaucoup d'argent. 80 000 dollars. Mais soyons réalistes, ce n'est qu'un moulage d'un chef-d'œuvre original. Pourtant, la chose avait l'air fantastique. Aucun dommage. Toutes les marques étaient là, et elles faisaient partie d'une édition limitée. C'est un argument de vente solide. Mais voici le problème. Bien qu'il s'agisse d'une belle œuvre d'art, Michel-Ange ne l'a pas ciselée personnellement. L'expert arrive, jette un coup d'œil et confirme qu'il s'agit d'une véritable œuvre d'art. Il en profite même pour donner une leçon d'histoire sur la façon dont Michel-Ange a signé l'original, car les touristes de l'époque attribuaient l'œuvre aux mauvais artistes. Malgré tout ce prestige, la valeur de revente n'atteignait pas les 80 000 dollars. L'expert l'a évalué à près de 35 000 dollars. C'est un écart important. Et en fin de compte, le magasin ne cherchait pas à prendre trop de risques. Une offre en espèces de 23 000 dollars a été faite, mais le vendeur n'a pas accepté. Puis, il y a eu un rebondissement. Ce type était tout à fait partant pour le troc. Au lieu d'argent liquide, il voulait échanger contre 100 livres d'argent. Avec le cours de l'argent au plus haut, cette transaction représentait une valeur de 24 000 dollars. Voilà un marchandage de haut niveau. Marché conclu. On sort. L'argent est là. Un autre moment de folie s'est produit lorsqu'un type est arrivé avec un jeton de casino de 5 dollars de la vieille école de Las Vegas. Cela ne semble pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas n'importe quel jeton. On ne connaissait que 8 exemplaires de ce type. C'était le rêve de tout collectionneur. Le propriétaire demandait 6 000 dollars, mais c'était un peu exagéré. La contre-offre, 3 000 dollars. Et le type n'était pas emballé, mais il avait une autre idée. Proposer un échange. Il avait jeté son dévolu sur un ensemble de statues du Rat Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Dean Martin. Le magasin les vendait 600 dollars,
Mais leur coût réel était bien inférieur. Ils travaillaient à la mise au point du revolver depuis les années 1830. Et au moment de la guerre de sécession, il a fait fortune avec le Colt Army. Il était conçu avec précision, rapide et fiable. Le commerçant a fait les calculs et a conclu l'affaire. 3 000 $ en espèces en plus des statuts. Pour une pièce aussi rare, ce n'était pas un mauvais marché. Le vendeur est reparti heureux, probablement directement au casino, pour voir s'il pouvait transformer ces 3 000 $ en quelque chose de plus. Puis il y a eu un type avec un harmonica ancien, un véritable morceau d'histoire du début des années 1900. Qu'est-ce qui la rendait spéciale? Le motif Zeppelin qui y était gravé. À l'époque, les dirigeables représentaient l'avenir des voyages. Et cet harmonica était en quelque sorte une capsule témoin de cette époque. S'il s'agissait d'un harmonica ordinaire, il ne vaudrait pas grand-chose, peut-être 10 ou 20 $. Mais avec cette gravure unique, sa valeur a grimpé en flèche. Le magasin a fait une offre. 200 $. Le vendeur en voulait plus, mais il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il a essayé de pousser à 300 $, mais le magasin a tenu bon. L'offre finale? 2 ans d'or et d'une montre Timex. Ce n'était pas la Rolex dont il plaisantait, mais un marché est un marché. Et puis il y a le type qui a littéralement sorti un trésor de la poubelle. Un jouet vintage en étain de la marque Louis Marks & Company, trouvé dans une benne à ordures, nettoyé et apporté au prêteur sur gage. C'était un petit morceau d'histoire. Le jouet fonctionnait encore. La voiture tournait sur la piste et était en bon état malgré quelques dommages sur la boîte. Le type pensait avoir trouvé une mine d'or et demandait 200 $. Le magasin n'était pas convaincu. La réalité, ces jouets, bien que sympas, ne rapportent pas beaucoup d'argent à moins d'être en parfait état et dans leur emballage d'origine. Celui-ci avait été malmené. La contre-offre? 40 $. Le vendeur a essayé de faire monter les enchères, mais le magasin n'a pas bougé. L'accord final? 40 $ en espèces plus 20 $ de crédit en magasin. Ce n'était pas vraiment une aubaine. Mais pour quelque chose sorti des ordures, c'était un pur profit. Les surprises ne s'arrêtent pas là. Uncertain Charles Ponzi, qui dans les années 1920 a gagné des millions grâce à une escroquerie à l'investissement. Le point commun entre toutes les combines à la Ponzi? En final, quelqu'un se fait avoir. Un collectionneur est entré avec un distributeur automatique de Coca-Cola Vintage des années 1950. La couleur rouge vif. Le logo classique et le facteur nostalgie indéniable en ont fait un objet très apprécié de la boutique. La machine était en état de marche, avait toutes ses pièces d'origine et pouvait encore garder les sodas au frais. Le vendeur avait un chiffre en tête, 4 000 $. Le magasin adorait la machine, mais était réaliste quant à son potentiel de revente. La contre-offre s'élevait à 2 500 $. Le vendeur hésitait, mais a finalement accepté l'offre. C'était un échange équitable pour un objet américain. Un autre échange unique a pris la forme d'une rare affiche de concert des Rolling Stones datant des années 1970. Les affiches comme celle-ci, en parfait état, sont très recherchées par les collectionneurs, surtout si elles proviennent de tournées importantes. Celle-ci présentait le bon mélange de rareté et de nostalgie. Le vendeur voulait initialement 8 000 $, en raison de son état et du fait que seule une poignée d'exemplaires ont été imprimés. L'expert a été appelé, a vérifié son authenticité et a estimé sa valeur réelle à près de 5 000 $. Les négociations ont été tendues, mais elles ont abouti à 4 500 $. Un bon accord pour les deux parties. Un homme est venu un jour avec un gant de baseball original des années 1920, dans l'espoir de faire un coup en empochant une grosse somme. Le gant était en bon état, compte tenu de son âge, et portait la signature d'un célèbre joueur, à peine visible à l'intérieur. Le vendeur voulait 3 000 $, mais les souvenirs sportifs peuvent être délicats. L'expert a confirmé qu'il était authentique, mais la signature effacée en diminuait la valeur. Le prix final? 700 $ en espèces. Ce n'est pas exactement le chiffre rêvé par le vendeur, mais c'est tout de même une somme respectable. L'une des transactions les plus étranges concernait un flipper des années 1980 fabriqué sur mesure. Le vendeur avait passé des années à le remettre à neuf et la mécanique fonctionnait comme neuve. Il avait des illustrations uniques, une production limitée et tous les effets sonores et lumineux qui ont fait du flipper vintage un objet culte.
Le vendeur avait en tête un prix ambitieux de 7 000 $. Le magasin était intrigué mais sceptique. Un spécialiste a été appelé, a vérifié tout le câblage et les pièces, et l'a évalué à près de 4 000 $. Après de longues négociations, la vente finale a été conclue à 3 800 $. Pas mal pour un classique des salles d'arcade. Auriez-vous payé plus cher pour ce classique des salles d'arcade? Ou le prix final était-il juste? Faites-le nous savoir dans les commentaires.